Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle rubrique qui servira de référence désormais sur notre chaîne YouTube. Nous allons essayer ici de faire un tour d'horizon de tout ce que vous devez savoir et pouvez faire en observation visuelle et en imagerie planétaire. Depuis la simple observation à l'œil nu en passant par l'intermédiaire de divers instruments jusqu'à la réalisation de ses propres images, nous vous emmenons à la découverte des principales caractéristiques des planètes du système solaire et allons vous donner tous nos conseils donc pour réaliser au mieux vos observations. Vous l'aurez compris, on n'est donc pas ici pour débattre de la théorie, mais plutôt pour parler pratique. Et je serai en compagnie donc de Mathieu pour en parler avec moi. Mathieu qui s'est déjà fait donc depuis quelque temps une prédilection dans ce domaine particulier de l'astronomie amateur. C'est Vénus qui constituera notre objectif dans le cadre de cette émission spéciale, aussi appelée l'étoile du berger, en raison du fait qu'elle servait de repère temporel aux bergers qui gardaient les moutons. La planète Vénus revient régulièrement dans notre ciel. Exactement, très régulièrement même. En fait, ce moment où la planète revient exactement à la même place dans notre ciel par rapport au Soleil est appelé la période synodique. Et cette période synodique, pour Vénus, correspond à 584 jours, soit 1 an et 7 mois et demi. Alors c'est vrai que c'est pas la planète qui revient le plus régulièrement dans notre ciel, mais lorsqu'elle est présente, eh bien, elle est présente assez longtemps. Alors, dans le cas de Vénus, c'est bien concernant ses périodes d'observation, son déplacement orbital, on parle notamment d'élongation. Alors, l'élongation, eh bien, en fait, Vénus étant une planète qui est intérieure à l'orbite terrestre, elle n'atteint jamais une quelconque opposition, au moment où un astre se trouve à l'opposé du Soleil dans le ciel. Donc, on ne la verra jamais, par exemple, en plein milieu de la nuit. Elle peut par contre atteindre ce qu'on nomme une élongation, donc c'est-à-dire un éloignement maximal apparent au Soleil dans notre ciel terrestre, qui équivaut dans le meilleur des cas à 47 degrés. Alors pour une période synodique complète, cette élongation se produit 2 fois. Visible au crépuscule, on parle d'élongation est, à l'aube, d'élongation ouest. Entre deux élongations peuvent s'écouler par cycles successifs entre environ 4 mois et demi et 1 an et 2 mois. Alors, hormis les élongations, eh bien, on parle aussi de conjonction dans le cas de Vénus. Une conjonction, c'est un rapprochement minimal entre deux astres. Alors ici, avec le Soleil. Donc, lorsqu'elle est dite supérieure, eh bien, cette conjonction planétaire eh bien, fait que Vénus se trouve de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre sur son orbite. Dite inférieure, elle se trouve pile entre le Soleil et la Terre, à sa distance donc minimale avec la Terre. Alors dans cette dernière configuration, eh bien, Vénus est la planète la plus proche de la Terre, avec jusqu'à seulement 40 millions de kilomètres, à comparer avec les 260 millions de kilomètres d'une conjonction supérieure. C'est un astre que l'on ne peut absolument pas louper dans le ciel. Exactement. Et à l'œil nu, effectivement, Vénus, eh bien, c'est le troisième objet naturel le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune, évidemment. Alors, sa magnitude apparente, eh bien, elle varie entre -3,7 à grande distance de la Terre et -4,6 qui est atteinte sur un point de son orbite où la combinaison de sa relative proximité avec l'épaisseur de son croissant est la plus efficace. Alors, ce phénomène est appelé, entre parenthèses, le plus grand éclat de Vénus. À ce moment-là, la phase de Vénus est alors d'environ 25%. Alors, à quoi ressemble Vénus aux instruments?
Bien, il suffit souvent d'une simple paire de jumelles pour commencer à voir correctement son disque avec quelques fois de grossissement. Alors, dans la théorie, un œil qui possède une correction parfaite serait capable d'obtenir un pouvoir de résolution de l'ordre de la minute d'arc. C'est suffisant en fait pour séparer un croissant vénusien proche de sa taille apparente maximale autour de la conjonction inférieure. Alors, de par sa position intérieure à l'orbite terrestre, eh bien, Vénus présente comme notre Lune, en fait, un cycle phasique complet. Pleine autour de sa conjonction supérieure, sa phase s'affine en se rapprochant de la Terre. Encore gibbeuse à grande distance de nous, eh bien, elle passe en quartier dans les environs de ses élongations maximales au Soleil, jusqu'à devenir nouvelle en conjonction dite inférieure. Alors, son côté nuit nous fait face avec la plus grande taille qu'il soit possible d'observer pour une planète vue depuis la Terre. 68 secondes d'arc, soit 1 minute et 0,8 secondes d'arc. C'est seulement 9 secondes d'arc lorsque Vénus est en conjonction supérieure. Donc vous commencez à visualiser l'amplitude qui est assez important. Effectivement, le rapport, eh bien, il est d'1/7 entre sa plus grande et sa plus petite distance à la Terre. On peut alors mesurer visuellement sa taille apparente comparativement au Soleil à l'occasion de transits vénusiens devant notre étoile. Alors ce passage en ombre chinoise, observable avec un matériel de filtration adapté, se produit par paire de transits séparés de 8 ans, 2 fois par siècle. Mais la plupart du temps, il ne s'agit que d'une conjonction inférieure classique. Pourquoi? Parce que Vénus passe soit légèrement au-dessus, soit légèrement au-dessous du Soleil, à cause en fait d'une inclinaison sur l'écliptique qui est d'environ 3 degrés. L'étoile du Berger, donc comme on l'appelle, est inobservable, ou presque. Parce que, oui, à la différence de notre Lune, hein, qui, lorsqu'elle est nouvelle, est totalement noire, et encore parce qu'en pinaillant, on pourrait faire jouer la lumière cendrée théorique, eh bien, Vénus présente une épaisse atmosphère. Et cette épaisse atmosphère eh bien, va réfracter la lumière solaire autour d'elle au moment de sa phase nouvelle, ce qui fait apparaître un halo brillant autour de son disque noir. Alors notez que son axe de rotation est de 177 degrés, à 3 degrés près donc d'un 180. Elle serait donc renversée sur son axe. Alors le pôle nord géographique est au sud et vice-versa. Alors c'est une particularité étonnante et puis quasiment unique dans le système solaire, à part Uranus, qui est en fait liée à une rotation rétrograde extrêmement lente. Un jour sur Vénus dure plus longtemps qu'une année. Aucune saison à proprement parler n'y existe donc, et notre angle d'observation est pour ainsi dire toujours le même. Vénus ne présentant pas tour à tour l'un de ses pôles de manière privilégiée. Aux instruments, pas grand-chose à voir sur Vénus. Baignant dans une atmosphère épaisse et couverte d'un manteau nuageux dense, sa surface est inaccessible, du moins visuellement. Alors, sans filtre, peu importe le diamètre instrumental, le disque vénusien est d'une désespérante blancheur. Ces nuages réfléchissent si bien la lumière solaire qu'aucun détail n'en ressort. Alors, il faut un filtre violet Vraten 47 couplé à une grande ouverture pour espérer commencer à distinguer du relief dans cette couverture nuageuse. Outre de subtiles différences d'albédo, vous remarquerez peut-être qu'un des pôles semble plus brillant que le reste. Eh bien, en fait, vous observez là le vortex polaire. C'est un ouragan géant en rotation autour de 2 centres, lui donnant une forme globale en S. Bon,
Évidemment, ne possédant ni satellite connu ni anneau, l'observation de Vénus se limite donc plus ou moins à ceci. Alors, y a-t-il plus d'opportunités en imagerie? Eh bien, dans le visible aussi, Vénus reste plutôt avare en détails. En imagerie, elle réagit beaucoup mieux à d'autres longueurs d'onde. C'est par exemple en UV que l'on trouve les plus forts contrastes du manteau nuageux. Le vortex polaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est si subtil en visuel, eh bien ici est évident et se présente sous l'apparence d'une calotte brillante et assez bien délimitée, vue par la tranche. À défaut de filtre ultraviolet, eh bien, un simple Vraten 47 avec un filtre coupant les infrarouges, parce que le filtre Vraten 47 laisse malheureusement passer les infrarouges. En observation visuelle, ça ne nous dérange pas. En imagerie, eh bien, c'est beaucoup plus dérangeant puisqu'une caméra absorbe toutes les longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Donc, avec un filtre coupant les infrarouges, eh bien, ça peut faire l'affaire en considérant toutefois une petite diminution de contraste par rapport à l'ultraviolet. Et c'est là qu'apparaît l'intérêt d'une animation photo de la rotation atmosphérique. Dans l'ultraviolet, les nuages effectuent un tour autour de la planète, un tour complet en un peu moins de 4 jours. Ce qui signifie qu'en accumulant les acquisitions sur les quelques heures de visibilité de la planète dans le ciel chaque jour, durant ce même laps de temps, eh bien, vous pourrez obtenir une animation complète de l'évolution et de la circulation de la couche nuageuse, voire même créer un planisphère. On vient de parler de l'imagerie dans le domaine visible et de l'ultraviolet, donc maintenant, qu'en est-il dans le domaine de l'infrarouge? Eh bien, en IR, l'intérêt n'est pas moindre, mais bon, le niveau augmente un peu. Les couches observées se situent entre 10 et 20 km plus profondément qu'en ultraviolet et effectuent une rotation complète en 5 jours, donc un jour de plus qu'en UV. Alors, autant préciser de suite que les structures nuageuses diffèrent nettement de ce qu'on observe en ultraviolet. Mais la difficulté est tout autre. D'abord, une perte de résolution de l'ordre de 2 fois entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc, pour un même échantillonnage, il conviendra d'utiliser une ouverture 2 fois plus grande en passant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Ensuite, il y a un rebond du limbe systématique que l'on trouvera en visible par ailleurs et qui se traduit par une surbrillance du limbe côté éclairé par le soleil. Alors là encore, pas de secret. Plus l'ouverture sera grande, eh bien, plus ce rebond sera atténué. Notez toutefois la présence d'un phénomène intéressant en infrarouge et accessible avec du matériel amateur. Il s'agit de la fameuse discontinuité IR. Cette onde permanente qui circule dans la basse atmosphère un peu plus rapidement que les nuages environnants et qui est soupçonnée d'ailleurs de jouer un rôle important dans l'alimentation de la superrotation atmosphérique. Alors découverte par la sonde japonaise Akatsuki du côté nocturne de la planète, elle est accessible aux moyens amateurs sur le côté diurne. On a évoqué tout à l'heure le fait que la planète est entourée d'une épaisse atmosphère couverte de nuages opaques aux rayons du soleil. Et pourtant, Mathieu, tu vas nous faire une grande révélation, mais on peut observer la surface de Vénus. Oui, et c'est une autre observation qui est fascinante à réaliser en imagerie, le signal thermique de sa surface. Alors, malgré son épaisse couverture nuageuse, en fait, la surface surchauffée de la planète émet un signal infrarouge qui s'échappe dans l'espace. Et ce signal, eh bien, il peut être observé avec un filtre 1 micron, c'est-à-dire 1000 nanomètres, et un télescope d'au moins 200 millimètres d'ouverture lorsque la planète ne se trouve plus être qu'un fin croissant. Le but étant bien sûr d'isoler au maximum le côté nuit de Vénus.
Donc il faut attendre que le soleil soit couché depuis un certain temps afin d'éviter un fond de ciel trop brillant. Mais pas trop longtemps non plus pour que la planète ne soit pas trop basse sur l'horizon. Donc cherchez un échantillonnage avec un rapport FD de 8 à 12-13 environ et paramétrez vos acquisitions sur une exposition de l'ordre de quelques secondes afin de voir ce fameux signal thermique. Alors, dernier détail qui a son importance, privilégiez un capteur CCD aux habituels CMOS pour une question de reflet qui est liée à la fenêtre de protection du ledit capteur. Voilà. Alors, dans cette faible lumière, eh bien, on observe aussi des taches sombres. Eh bien, elles correspondent aux régions les plus élevées de la surface topographique de Vénus, qui sont en fait moins chaudes et qui émettent donc moins de lumière en infrarouge. Dernier point que j'aimerais que l'on traite ensemble, la question du traitement d'image, qui soit dit en passant, n'est pas si facile que ça sur Vénus. Non, alors ceci dit, les contraintes de temps de capture unitaire liées à la rotation planétaire, justement, sont assez faibles, puisque la planète tourne très lentement sur elle-même. En infrarouge thermique, donc c'est la surface réelle de la planète qui est observée. Or, eh bien, Vénus effectue un tour sur elle-même en 243 jours terrestres. Donc la durée totale d'une séquence d'acquisition dans ces conditions devient un paramètre presque totalement négligeable, bien sûr. Alors sur le reste du spectre, par contre, eh bien, ce sont les couches nuageuses qui sont observées. Donc la rotation atmosphérique, on le disait tout à l'heure, se fait en 4 jours dans l'ultraviolet. Donc les temps de capture unitaires maximum, bon, restent encore très confortables, mais il faut quand même les prendre en compte. Alors quelques exemples pour l'imagerie en ultraviolet. Donc lorsque Vénus se trouve à 15 secondes d'arc de diamètre apparent, eh bien, c'est plus d'une heure pour 100 mm d'ouverture, 35 minutes pour 200 mm ou encore 24 minutes pour 300 mm. Lorsque le disque vénusien est d'environ 30 secondes d'arc, eh bien, ça va être autour de 35 minutes de capture unitaire maximale pour 100 mm d'ouverture, 18 minutes pour 200 mm ou bien encore 12 minutes pour 300 mm. Et puis, lorsque le disque vénusien est à sa taille apparente maximale, donc dans les alentours de 60 secondes d'arc, eh bien, c'est 18 minutes pour une ouverture de 100 mm, 9 minutes pour 200 mm et 6 minutes pour 300 mm. Donc, ça fait des acquisitions qui restent encore relativement longues. Des acquisitions, des temps de capture, donc, maximales à l'unité. Bon, il y a un autre bon point avec Vénus, c'est sa formidable brillance par rapport à la taille de son disque apparent. Et ça, eh bien, ça autorise des temps d'exposition très courts, donc de l'ordre de 10 millisecondes environ, ou même moins, avec les capteurs les plus récents, aussi bien dans le visible qu'en ultraviolet ou en infrarouge d'ailleurs. Alors ça, c'est un atout non négligeable puisque bien l'étoile du Berger ne monte jamais très haut dans le ciel, ce qui n'est jamais la panacée niveau turbulence atmosphérique. Merci à toi, Mathieu, pour tous ces conseils que tu as pu nous donner sur l'observation de la planète Vénus. Je note, soit dit en passant, que tu partages également tes travaux pratiques sur ta propre chaîne YouTube, L'Explorateur du ciel. Une large part de ton contenu présente notamment tes résultats en imagerie planétaire et on y trouve même des tutos d'utilisation des logiciels. Merci enfin eh bien, tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et bien sûr partager si le contenu vous plaît. Retrouvez cette vidéo et d'autres contenus similaires sous la playlist Observation et imagerie planétaire, ainsi que dans d'autres playlists qui vous intéresseront plus spécifiquement. En attendant de nous retrouver très vite sur notre chaîne, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon ciel et une bonne mise en pratique de tous ces précieux conseils.